Bonsoir. Donc ce soir, la thématique qui a été annoncée, c'est comment se préparer à l'adolescence, n'est-ce pas? Comment gérer et à la fois la période et en même temps se préparer à la période de l'adolescence. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de participer de manière très active à l'élaboration de la conférence. Quels sont les parents qui ici n'ont pas encore d'adolescents chez eux? Un certain nombre, d'accord. Très bien. Donc vous avez bien compris la thématique de ce soir, c'est aussi comment se préparer, même quand ils ne sont pas encore là. C'est très bien, parce que si personne n'avait levé la main, j'aurais axé peut-être légèrement différemment la conférence. Donc, très bien, on va pouvoir y aller. L'adolescence, bien sûr, un cap passionnant dans la vie d'une famille. Juste pour vous le rappeler, on l'avait vu un jour dans un cours il y a très longtemps, je crois que c'était même dans le cours d'introduction sur l'éducation, où on avait vu que l'enfant, dans les différentes parties de son existence, eh bien, va changer de nom. Lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, l'enfant s'appelle Oubar. Oubar qui vient de la racine l'aravo, qui veut dire passage, il n'a pas d'identité, il est celui qui va passer d'un univers à l'autre. Lorsqu'il naît, il s'appelle Tinok, Tinok qui vient de la racine Yonek, Yonek qui veut dire celui qui tète, c'est-à-dire il est toujours défini dans le rapport qu'il a à la mère, et puis le jour où il est sevré, on l'appelle Yeled, il est né. C'est-à-dire que la vraie naissance, c'est au fond une rupture, ça y est, enfin il est détaché, il a une identité, là il est né, c'est la naissance. Et puis après, ça avance, et puis à vos jours, eh bien, il devient Nahar. Nahar, c'est un adolescent. Nahar, ça vient de le Naher. Le Naher, c'est secouer. Ça bouge beaucoup même. Et puis après ce moment où il est devenu Nahar, on arrive et il devient un Bahour, Bahoura, un jeune homme, une jeune fille. Bahour, Bahoura, qui vient donc de la racine Bocher, qui veut dire choisir. Et donc, en effet, le jour où il a passé ce cap, il va devenir véritablement ce que l'on attend, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire des choix. Ici, je parle de l'adolescent. L'adolescent, bien sûr, c'est l'adolescent, terme générique, et c'est pas l'adolescent, garçon ou fille, hein, c'est l'adolescent. Alors, comment se préparer? Et je suis très heureux qu'il y ait un certain nombre de parents qui ont encore des enfants qui ne sont pas encore adolescents, qui sont là, parce que ça me rappelle la fameuse histoire vraie de cet homme qui un jour est venu voir un maître réputé qui s'appelle le Chazonish, qui s'appelait, puisqu'il n'est plus de ce monde, le Chazonish, et qui de manière comme ça très, très content lui a dit Rav, mon épouse attend son premier enfant, je voudrais quelques conseils sur l'éducation. Alors lui il se croyait très malin, il n'est pas encore né que je demande des conseils. Chazonish le regarde et lui dit c'est trop tard. C'était il y a 10 ans qu'il fallait venir me voir. Alors ce n'est pas juste une boutade, mais il est vrai que la préparation à l'adolescence, c'est la préparation à la confrontation que va avoir un enfant qui va avoir un corps d'adulte, mais encore un psychisme d'enfant, à la découverte de ce qu'est un adulte que nous allons incarner, qui lui permettra à son tour, pour lui aussi, de rentrer dans l'univers de l'adulte. Et il est évident que les démarches de construction personnelle que nous avons mis en place dans notre existence et qui continuent à exister vont être des éléments fondamentaux qui vont permettre à l'adolescence, pour cet enfant, de pouvoir nous voir comme étant une forme de référence qui lui permettra de savoir comment est-ce qu'on se construit. Ça, c'est donc le point de départ. Alors, l'adolescence, c'est un enfant qui grandit. C'est d'abord, avant tout, un enfant. Et donc, nous allons reprendre d'abord lorsque l'enfant paraît. Lorsque l'enfant paraît, c'est-à-dire lorsque l'enfant arrive dans l'univers familial, eh bien, nous savons que, en tant que parents, nous avons dès le début une responsabilité, c'est de faire en telle sorte qu'il vive dans un univers équilibré, parce que c'est ce qui lui permettra par la suite de devenir à son tour un adulte équilibrant. Et donc, j'ai envie de dire que le fil rouge que l'on va essayer, bien sûr, on n'y arrive pas toujours, que l'on va essayer de mettre en place dans la famille,
et ça va être une constante, va être avant tout ce que l'on appelle une atmosphère. C'est-à-dire un univers dans lequel l'enfant se sent en sécurité, l'enfant se sent aimé, l'enfant sent que le monde adulte qui est en face de lui, qui est incarné par ses parents, a envie de prendre du temps pour lui donner les moyens de se construire. Cette constante, elle devrait être présente pendant toute la période dans laquelle il sera à la maison. Et bien sûr, cette constante restera après, parce que si elle a existé, alors c'est qu'elle continuera à exister. Mais ça va être un petit peu le fil rouge. Préparer à l'adolescence, c'est, depuis le début, faire en telle sorte que cette atmosphère puisse régner dans la maison. Alors bien sûr, on va dire, ça n'a pas régné. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'aujourd'hui on peut commencer à l'installer? Ah, il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Nous verrons par la suite que les adolescents sont très sensibles à la capacité que nous avons, nous adultes, de pouvoir nous donner les moyens de nous transformer et de remettre en cause ce que nous sommes pour évoluer et pour changer. Il n'y a pas de vie dans laquelle on peut dire, puisque nous n'avons pas fait les choses à un moment, alors ça devient du domaine de l'impossible. Cette constante-là, il faut en effet, sans arrêt se poser la question, est-ce qu'elle est présente? Est-ce que nous faisons les efforts pour que règne à la maison une atmosphère paisible, une atmosphère chaleureuse, une atmosphère dans laquelle on sait que l'on est aimé et dans laquelle on a conscience que l'on est important pour nos parents de par le fait qu'ils sont capables de nous consacrer du temps. Ravolver, un jour on lui a posé la question, on lui a dit c'est quoi les bases de l'éducation? Il a dit deux choses, de l'amour et du temps. On lui a demandé combien, il a répondu autant que nécessaire. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est ce que l'enfant doit ressentir. Il ne faut absolument pas se fier au fait que l'enfant fonctionne correctement pour s'imaginer que ce qui se passe à la maison est ce qui est nécessaire pour son équilibre. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'à l'adolescence, eh bien, les enfants qui semblaient bien aller, ça se passait bien, ça allait, et puis un beau jour, ça devient adolescent, et là, ça part, et on ne comprend plus rien. Et on se dit, mais que se passe-t-il? Eh bien, c'est très simple. C'est que l'enfant n'avait pas la capacité d'exprimer la difficulté qu'il a de ne pas recevoir ce dont il a besoin. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pendant toute une période, ça allait plus ou moins. Et puis, un beau jour, il peut l'exprimer, et ce manque, eh bien, qui a toujours été présent, il va nous le faire, pardonnez-moi l'expression un peu violente, il va nous le faire payer. Et avec les intérêts. Donc là-dessus, déjà, c'est extrêmement simple. Quel que soit l'âge, vos enfants sont petits, vos enfants sont moins grands, vos enfants grandissent, pardonnez-moi, en permanence, qu'est-ce que nous faisons pour que cette dimension soit présente? Ça implique bien sûr un travail au niveau du couple. Ça implique un travail, même si le couple est séparé, de faire en telle sorte que l'atmosphère soit la plus calme possible. Ça implique la nécessité de verbaliser son amour. Ça nécessite le fait que l'enfant n'ait pas l'impression qu'il est juste une note et que l'amour que l'on porte pour lui est conditionnel à des résultats ou au fait qu'il réponde à nos attentes narcissiques. Donc un travail à faire. Ça implique qu'il voit face à lui des adultes, c'est-à-dire qui ne sont pas qui sont capables de ne pas être dans le conflit, et qu'il soit dans un monde dans lequel il va ressentir profondément qu'il est pour nous un être important à travers le temps que l'on est capable de sacrifier pour pouvoir s'investir par rapport à lui, non pas juste dans une présence pour faire des devoirs, mais dans une présence tout court. Vous savez, ce même temps, messieurs et mesdames, que votre conjoint
sacrifie de son emploi du temps pour être à vos côtés, sans savoir véritablement ce qui se passe, si ce n'est qu'il est avec vous. Hein, vous le connaissez là, ce temps-là, qui nous nourrit. Là. Le fait que l'autre est là, même s'il ne fait rien, mais il est là. Hein, voilà, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On n'est pas dans le monde de la production, on n'est pas dans le monde de la productivité. Ce temps-là qui est nourrissant parce qu'il est sans plus. On va revenir sur certaines choses qu'on a déjà vues dans nos cours, c'est vrai. Et que je vais rappeler parce que ça ne fait jamais de mal de se rappeler des choses. De quoi un enfant a besoin dans une famille pour qu'arrivé à l'adolescence, on puisse véritablement gérer les choses, d'une relation aussi qui soit claire. C'est quoi une relation claire dans le cadre familial? C'est une relation dans laquelle chacun sait qu'il est à sa place. Une relation dans laquelle il n'y a pas d'inversion de rôle, c'est-à-dire, comme je vous l'ai souvent dit, je suis le parent, il est l'enfant, nous sommes dans une relation verticale, nous ne sommes pas dans une relation horizontale. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un certain nombre de parents de plus en plus nombreux qui sont complètement dépassés par leurs enfants, mais pas des adolescents de 15 ans, des gamins de 3 ans, qui sont perdus, et c'est pas parce qu'il y en a 14 à la fois. Tout simplement, ils ont oublié qu'ils sont les adultes et qu'ils ont en face d'un enfant que la relation est verticale, la relation n'est pas horizontale. Comment est-ce qu'on fait pour que cette notion qui va devoir perdurer jusqu'à l'adolescence et après l'adolescence puisse fonctionner? Parce que ça va être quelque chose qui est une constante. Je suis le parent, il est l'enfant. Alors, lorsque l'enfant est petit, eh bien, dès le moment où nous-mêmes prenons la mesure et acceptons que nous sommes les parents et qu'il est l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dès le moment où nous sommes prêts à assumer notre rôle et notre fonction. Ça veut dire quoi assumer notre rôle et notre fonction? Eh bien, c'est tout simplement d'incarner un être adulte. Et je vais beaucoup insister là-dessus ce soir, je vous rassure tout de suite. Incarner un adulte, c'est-à-dire que l'enfant qui est en face de nous réalise ce qu'est un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui ne panique pas. Un adulte, c'est quelqu'un qui essaie de se maîtriser. Un adulte, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une relation de pouvoir. Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de pardonner. Un adulte, c'est quelqu'un qui n'explose pas de colère. Un adulte, c'est quelqu'un qui ne prend pas la fuite, mais qui assume ses responsabilités. Un adulte, c'est quelqu'un qui sait communiquer. Un adulte, c'est quelqu'un qui sait se transformer. J'ai dit beaucoup de choses, c'est vrai. Chacune d'entre elles mériterait une conférence en tant que telle. C'est un travail. C'est un travail. On n'y arrive pas du jour au lendemain, c'est évident. Mais c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. C'est-à-dire, dès que le moment où l'enfant est petit, réaliser au fond, et se dire, mais quelles sont les valeurs que j'ai envie de lui transmettre? Eh bien, vous êtes d'accord que toutes ces valeurs que l'on vient de dire, on a envie qu'il les possède. Alors, si je veux les transmettre, il faut que je les incarne. Pour les incarner, il faut que je fasse des efforts. Ça, c'est ce que l'on va essayer de mettre en place. Relation verticale, c'est décider qu'on a envie d'être un adulte. C'est-à-dire d'introduire dans notre vie tous ces éléments. Et c'est ce qui va faire que l'enfant, naturellement, nous regardera comme un adulte. Ce n'est pas le rapport de force qui va déterminer la relation, mais c'est avant tout la perception que l'enfant aura de ce que nous sommes, qui lui permettra de nous voir en tant que parents de manière évidente. Cette perception qu'il aura de nous va être déterminée par le travail que nous-mêmes allons mettre en place à l'intérieur de notre vie. Ça,
on peut le faire tout le temps. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pu louper peut-être un coche. On a pu peut-être louper un épisode. Ce n'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que j'ai envie que ces valeurs qui sont fondamentales fassent partie de cet adolescent? Oui ou non? Si c'est oui, est-ce que je les incarne? De quelle manière? Comment? Comment les perçoit-il? Comment les voit-il? Ça, c'est donc le premier axe. C'est vrai que ce premier axe-là, il va nous demander des efforts, mais que voulez-vous? Enbrera, il n'y a pas de choix. À mettre de côté, de manière évidente, une notion qui est celle de l'utilisation du rapport de force. L'utilisation du rapport de force dans la relation à l'enfant est catastrophique parce que ça marche pendant un moment et on s'habitue à utiliser ce système. Si tu ne fais pas ça, alors voilà ce qui va se passer. L'enfant a peur, donc il obtempère. L'enfant a peur de perdre notre amour. Et donc comme il a peur de perdre notre amour, il va être à l'écoute de notre parole. L'enfant a peur que sa désobéissance génère tel et tel problème dans la famille. Donc il va revenir en arrière. Et donc ça marche. Jusqu'au jour où le rapport de force n'est plus à notre avantage. Vous savez, c'est comme dans un couple, le jour où l'un des protagonistes du couple dit à l'autre « je n'ai plus peur ». Ce jour-là, on rentre dans un vrai monde de relations parce qu'on est sorti du rapport de force. Et c'est là où véritablement la relation est mise en place. Lorsque l'enfant a grandi dans un univers dans lequel on a obtenu ce que l'on voulait de lui à travers ce système de rapport de force, à l'adolescence, je vous rassure tout de suite, c'est terminé. Parce que le rapport de force ne sera plus à notre avantage. Dès lors qu'il n'est plus à notre avantage, quels sont les éléments qui nous permettront d'être écoutés de cet adolescent? Aucun. Aucun. Alors on tentera le chantage, les promesses. Si tu fais ci, tu auras ça. Et si tu es gentil, ceci. Et si tu vas aller en Israël, fais-nous plaisir, tu verras ce qu'il y aura. Pardonnez-moi, c'est pitoyable. Parce que quelle image cet enfant a de nous? Quelle image il a de nous? Comment voit-il cet adulte qui est capable de rentrer dans un système de business pour obtenir ce qu'il veut de lui? C'est terrible pour lui. C'est très angoissant. Parce qu'au fond, il n'y a plus de référence. Donc déjà, bannir ce système. Bannir ce système, c'est-à-dire se poser la question lorsqu'ils sont petits. Et je m'adresse ici beaucoup aux parents qui ont des enfants qui sont petits. Vous voulez préparer une relation saine avec vos enfants lorsqu'ils sont à l'âge de l'adolescence, posez-vous la question, pourquoi ils vous écoutent? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur de vous désobéir? Si vous réalisez que c'est la sanction éventuelle ou la peur de ne plus être aimé qui les amène à, alors on fait fausse route. On fait fausse route. Comment est-ce qu'on va faire? Très simple. Je suis l'adulte, il est l'enfant. C'est la force de conviction que nous avons vis-à-vis de ce que nous représentons qui va donner du poids à la relation et va faire que l'enfant sera à l'écoute de notre parole. Il ne faut pas oublier que les enfants peuvent être soumis à une parole parentale dès lors que le parent incarne ce que veut dire le parent et l'adulte. Plus nous-mêmes, nous allons renforcer à l'intérieur de nous cette conscience de ce que nous sommes, de ce que nous valons, plus nous-mêmes, nous allons essayer d'incarner au mieux les valeurs que nous voulons leur transmettre, plus notre parole aura du poids. Et moins nous aurons besoin de passer par ce type de système. Maintenant, rappelons-nous aussi de cet autre élément qui est une constante. Qu'est-ce que nous voulons au fond
avec nos enfants? Est-ce que nous voulons qu'ils deviennent ce que nous rêvons qu'ils soient, ou nous voulons leur donner les moyens de devenir ce qu'ils doivent être? Et ça commence très tôt. Vous savez, quand vous appelez un petit garçon ou une petite fille de 3-4 ans, le petit tzaddik et la petite tzadékette, c'est très mignon, mais c'est traître. Parce qu'au fond, inconsciemment, on est en train de projeter. Et le jour où le petit tzaddik et la petite tzadékette n'a pas été à l'image de ce qu'on pense que doit être un tzaddik et une tzadékette, waouh, on fait quoi? C'est super embêtant. C'est les premières blessures narcissiques. Alors, ça leur fait plaisir qu'on le leur dise, dites-leur. Mais ne soyez absolument pas convaincus du bien fondé de vos paroles. C'est un petit enfant manipulateur, comme tous les enfants au sens non péjoratif du terme, qui sait ce qu'il faut faire pour que papa et maman le regardent d'un air merveilleux et émerveillé. Mazel tov, des enfants normaux. Ils savent qu'en effet, quand ils sont comme ci et comme ça, on adore. Et que comme on adore, il y aura peut-être une récompense et que ça va être sympa. Mais on le fait. Ils ont raison. Et au plus profond d'eux-mêmes, ça leur plaît. C'est pas la manipulation au sens péjoratif, bien sûr. Mais attention, parce que si nous sommes déjà dans des projections, alors dès qu'il y aura dysfonctionnement, il y aura blessure narcissique. S'il y a blessure narcissique, il y a à ce moment-là danger de réactions qui seront des formes de vengeance par rapport à la blessure narcissique que l'enfant a générée chez nous. Et là, c'est le début de la fin. On ne projette pas. On ne projette pas, on n'imagine pas le futur d'un enfant. Jamais. On le découvre au fur et à mesure de son histoire, en se rappelant quels sont les fondamentaux que l'on veut inscrire à l'intérieur de sa vie, pour que quelles que soient les options qu'il prenne, ces fondamentaux l'accompagnent. Des fondamentaux d'honnêteté, de vérité, d'un rapport à Dieu qui est clair. Ça oui. Le rapport à l'effort, le rapport à l'autre, voilà. Un rapport à Kadosh Baruch Hu qui est clair. Un rapport à l'honnêteté, à la vérité, à l'effort, à l'altérité. Après, il pourrait être black and white ou jeans basket. C'est son histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il se promène dans un look A, B ou C avec ses fondamentaux, on aura réussi ce que les parents doivent mettre en place. C'est ça qu'on attend de nous. C'est vrai que dans les systèmes dans lesquels on se promène, c'est pas ce qu'on nous dit. Parfois. C'est pas grave. Donc ces fondamentaux-là, comment est-ce qu'on va les inscrire? Comment est-ce qu'on va les mettre en place? C'est ça qui va être important. Donc ça ne va pas passer à travers le fait qu'ils vont être en adéquation ou pas à travers certaines choses, non. Comment je l'inscris? Préparer l'adolescence, c'est faire en telle sorte qu'à l'adolescence, des fondamentaux soient inscrits à l'intérieur de leur modèle de fonctionnement. Que pour l'enfant, mentir n'est pas possible, sauf si c'est bien sûr pour se protéger, parce qu'il n'a pas envie d'être puni, parce qu'il a piqué le chocolat à l'intérieur du garde-manger. On l'a tous fait. Je ne sais pas si vous l'avez fait, moi oui. On l'a tous fait sans songe. Non, c'est pas moi. Normal, pas envie de se faire tirer les oreilles. Mais qu'en dehors de ces nécessités de se protéger en urgence, que le mensonge ne fasse pas partie de sa vie. Que la droiture fasse partie de ses principes. L'honnêteté, l'altérité, l'effort, le dépassement de soi, l'idée que on doit attendre quelque chose de soi-même et c'est pas les autres qui sont à l'origine de nos mouvements. Mais tout ça, ça se transmet depuis le début. Quand on dit à un enfant, tu sais, ça me fait très plaisir. Mais à mon avis, la personne qui doit être la plus contente, c'est toi. Parce que quand tu as fait ça et que c'était très difficile et que tu as réussi, eh bien moi, je serai toi. Même si c'est compliqué à se faire, je me donnerai un gros bisou. Ces notions-là, elles passent très tôt. Parce que ce qui est important au moment de l'adolescence, c'est que les fondamentaux soient présents. Pour que lorsqu'ils se retrouveront dans toutes sortes d'univers, ils sachent où ils sont. Ces fondamentaux, vous savez, ils vont avoir l'effet suivant. J'aime bien donner toujours cet exemple de ces poupées, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui ont un fond plutôt rond,
qui est lesté, très lourd, les culbutos. Vous voyez les culbutos? C'est quoi un culbuto? Un culbuto, c'est donc cette forme de poupée ou ce que vous voulez, qui a donc un socle qui est rond et qui est lesté. D'accord? Je ne sais pas s'ils mettent dedans du plomb ou autre chose. Et donc les enfants, surtout quand ils sont petits, ils les poussent, ça s'incline, mais comme c'est lesté, ça remonte tout seul. Ils adorent. Mais c'est ça qu'il faut faire au fond. Qu'à l'adolescence, les bases soient suffisamment solides pour que même s'il y a des mouvements de part et d'autre, ils sachent se recentrer tout seuls. Ils sachent en effet où ils existent, même si de temps à autre on a l'impression qu'il y a des mouvements qui s'opèrent. C'est ce qui au passage va être fondamental pour l'adulte, qui lui-même est aussi soumis parfois à certains mouvements, mais qu'il soit suffisamment ancré à l'intérieur de ses fondamentaux pour que quels que soient les mouvements auxquels il va se retrouver confronté, il se retrouve à nouveau centré par rapport à ce qui est au fond l'essentiel de sa vie. Ça, c'est ce que vous allez commencer pour les parents à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans. C'est vrai que si, à l'âge de 14, 13, 14, 15 ans, on n'a pas encore pris le temps de les mettre en place, très sincèrement, ça risque d'être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils ne les possèdent pas, pourquoi voudriez-vous qu'aujourd'hui, ils se les approprient, alors que ce sont des choses qui vont leur demander de faire des efforts? Ça risque d'être un peu difficile. Une notion donc, qui va devoir être présente aussi, et ce tout au long de leur histoire, c'est ce que j'appellerais le goût de l'effort. Comment on prend goût à l'effort? Eh bien, posons-nous la question, nous, est-ce qu'on aime l'effort? Est-ce que l'effort nous plaît? Le goût de l'effort, le goût, c'est-à-dire c'est une forme de jouissance, le goût de l'effort. C'est sûr et certain que si dans la maison on est adepte des solutions de remplacement, des solutions de rapidité, des solutions dans lesquelles on obtient de la manière la plus facile les choses, le goût de l'effort, comment est-ce qu'on va le faire passer? Qu'est-ce qui fait qu'on prend goût à l'effort? Alors dans l'absolu, l'effort procure une satisfaction en premier lieu de par le résultat que ça amène. Mais dans un second temps, l'effort est un plaisir parce qu'au moment où on est dans un effort, on découvre une dimension qui est notre spécificité à nous, c'est-à-dire la capacité d'aller au-delà de ce que l'on pensait pouvoir être. C'est là où on devient véritablement un être humain dans le plein sens du terme. Cette expérience-là, tant qu'on ne l'a pas faite nous, tant qu'on ne l'a pas faite nous, on ne pourra pas la transmettre à nos enfants. Souvent les gens disent, mais comment ça se fait que ces enfants font de tels efforts, ceux-là et pas les autres? Vous constaterez, ça va là, vous constaterez que, je pense que c'est plus mon micro, vous constaterez que, généralement, ils ont autour d'eux des parents ou des adultes pour qui la notion d'effort est présente dans le quotidien, qui n'ont pas l'habitude de dire « c'est trop difficile, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, c'est pas grave ». Il en suffit d'un. Même dans un couple, il suffit qu'un des deux incarne ces valeurs pour que ces valeurs puissent s'introduire au niveau des enfants, puis à terme au niveau des adolescents. Ah, vous allez dire, on fait parfois plein d'efforts. Et pourtant, cette notion n'est pas présente chez les enfants. Nuance. On fait des efforts quand ce sont des obligations extérieures à nous qui nous obligent à les faire. C'est pas de ça dont je veux parler. Faire des efforts parce qu'on n'a pas le choix, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est d'en faire parce que c'est un choix d'en faire. On sait très bien que les adolescents vont dire « je ne vois pas pourquoi j'étudierai du moment que je sais bien copier ». Il a raison. Puisque l'effort n'est là que pour obtenir un résultat.
Donc, puisque je peux obtenir un résultat sans effort, pourquoi tu veux que je fasse des efforts? C'est pas la peine. Mais si l'idée et l'univers de l'effort est présent dans la famille, si ce sont des notions qui font partie véritablement de nous-mêmes, alors il va découvrir que le concept même est intéressant. Il va apprendre à tirer une satisfaction de l'effort en tant que tel. Parce que c'est quelque chose qui imprègne l'univers dans lequel il se trouve. Et là, pardonnez-moi, on aimerait tellement avoir des recettes techniques. Il y a très peu de recettes techniques. Ce qui va être important, c'est avant tout ce que l'on va véhiculer, nous, en tant qu'adultes. Surtout que l'adolescent, et là maintenant je rentre dans l'adolescent, sa problématique à lui, elle est simple, c'est qu'il cherche un modèle et une référence. Et que le premier modèle et la première référence dont il a besoin, c'est qui? C'est nous, ses parents, qui incarnons l'univers de l'adulte. Et si nous ne pouvons pas lui proposer ce modèle, alors il ira ailleurs. Et c'est normal. Et comme dans ce ailleurs, les premiers qu'il rencontrera seront avant tout ceux qui ont envie de le faire adhérer à leur club, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à être en option basse plutôt qu'en option haute au niveau de l'univers des amis, eh bien, à ce moment-là, ça va devenir difficile de récupérer. Alors je regarde parce qu'on m'a demandé d'aborder certaines petites choses. Alors, on va rentrer maintenant dans l'adolescent à l'ado. D'accord? Donc ça c'est au niveau des plus jeunes. Mais ce qu'on va dire aujourd'hui au niveau de l'ado, c'est valable aussi un petit peu pour les petits. Alors, l'adolescent, il y a d'abord certaines choses qu'il faut avoir clairement en tête. Tout d'abord, c'est un bouleversement physiologique. Et le bouleversement physiologique qu'il a, vous savez, c'est ce que Dolto appelait la théorie du homard. Le homard est très traumatisé le jour où il perd sa carapace. Parce qu'il a une tête de homard, mais il n'a plus sa carapace qui est là pour le protéger. L'ado, c'est quoi? C'est un corps d'adulte dans une dimension encore enfantine. L'enfant, sa carapace, c'est que c'est un enfant. L'adulte, sa carapace, c'est que c'est un adulte construit, mature, enfin on l'espère. Par contre, l'ado, c'est un grand dadé, il vous ressemble, il vous pique votre manteau, il vous pique votre chapeau, etc. et tout, mais à l'intérieur, c'est encore un peu en vrac. Il y a ça. Et deuxièmement, physiologiquement parlant, tout est chamboulé. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous les parents, on n'apprécie pas trop que brusquement, ce chamboulement fasse que le rapport au sommeil, le rapport à la nourriture, tout ça change. Eh bien, ça il faut l'accepter. Je vous donne un exemple très simple. Un ado rentre à la maison. Je vous l'avais dit une fois, comment est-ce qu'on sait généralement qu'il est rentré à la maison? C'est très simple, 2 claquements de porte. Celle d'entrée, celle de sa chambre. D'accord? On vous rappelle, on avait abordé ça une fois dans un cours. Très bien. Qu'est-ce qu'il doit avoir fait dans la soirée? Manger, travailler, et à un moment, aller dormir. Comment il organise le dossier, c'est son problème. Alors bien sûr, si l'ado, au moment où on l'invite à partager le repas, a envie de le partager avec nous, mazal tov. Mais si quand il rentre, comme on peut le voir chez certains, à 19h, il va d'abord dormir. Voilà. Il va dormir. Et à 21h, il se réveille frais comme un gardon. À ce moment-là, bien sûr, vous n'êtes pas la serveuse. Mais c'est évident que son repas est quelque part, qu'il va se servir, voire éventuellement, si vous avez le temps, vous vous asseyez à ses côtés pour bavarder un peu. Que bien sûr, il va quand même débarrasser son assiette parce qu'il y a quand même des règles dans la maison. Il y a des règles, hein, c'est parce que c'est des règles. Et après, il travaillera jusqu'à 2h du matin. Vous êtes comme ça. Mais je ne comprends pas sur logique. Travaille d'abord, va dormir après, à 11h, et tu ne feras pas la sieste. Laissez tomber. Laissez tomber. Il a dormi, mangé, travaillé, mangé, dormi, travaillé, mangé. L'ordre, peu importe. C'est sa vie. C'est son espace de liberté. Au passage, on le teste un petit peu plus tôt aussi. Quand l'enfant commence, à partir de 5-6 ans, à lui aussi peut-être imaginer qu'un programme, ça s'organise tout seul. Alors,
c'est peut-être pas dans la même chose, mais il préfère d'abord faire ses devoirs en rentrant à la maison avant de prendre son goûter, qu'il le fasse. Il veut d'abord prendre sa douche, manger, faire ses devoirs, qu'il le fasse. Alors bien sûr, là vous allez avoir des comptes horaires beaucoup plus clairs, mais c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des espaces de liberté, dans lesquels les enfants savent qu'il y a quand même des règles, et généralement, ils suivront vos règles, mais dans votre tête, c'est pas catastrophique. À l'adolescence, par contre, c'est fondamental. Ils doivent être dans des espaces de liberté qui sont dans ce que j'appellerais des univers des choix fermés. Vous savez, mesdames, exactement ce que vous faites avec vos filles, quand vous les amenez dans un magasin pour choisir des vêtements. Vous leur proposez de choisir dans un univers de choix fermés. C'est-à-dire, vous leur apprenez d'abord, j'ose espérer, à avoir du goût, si déjà, qui ne sera pas peut-être nécessairement le vôtre, mais avoir du goût au moins. Avoir du goût. Le goût, c'est quelque chose qu'une maman, un papa aussi peut apprendre. Après, vous dites, ben, tu vois, au niveau des chaussures, si tu veux, tu as vu là, il y a 4 modèles, tu peux choisir celui que tu veux. Généralement, elle vaudra bien sûr le 5e. Normal. Sinon, c'est pas rigolo. C'est vrai. Et là, vous dites, j'entends. Alors, le classique, c'est, je comprends pas. Toujours à me contredire. Je t'ai dit. Mais rassurez-vous, vous avez un enfant normal. Parce que moi, j'aimerais que vous me présentiez l'enfant et qui vous dit, je veux que tu choisisses entre ça et ça. Il dit, merci maman, c'est très gentil, avec plaisir. Oh là là, quelle chance j'ai. Que j'ai le choix entre 3 paires différentes. Un enfant comme ça, si vous le connaissez, vous me le présentez parce que j'ai jamais vu de malheur en herbe. Ça m'intéresse. Donc, normalement, il va toujours dire, je veux ça. Normal. Et là, vous allez dire, je te comprends, c'est normal. Mais c'est comme ça quand même que ça va se passer. Non, mais si c'est comme ça, je veux pas. Bon, d'accord. Juste, je te rappelle que tu as une option de retour, que encore une semaine. Si tu décides quand même que tu veux. Tu veux pas, c'est ton problème. Intéressant de voir quoi? Qu'on habitue nos enfants à voir, on leur ouvre un univers de choix, mais que néanmoins il y a un univers de règles qui reste. Parce que c'est ça notre vie d'adulte. On a des choix, mais à l'intérieur d'un certain nombre de règles. Les règles, elles sont là, mais on a des espaces de liberté. Le jour où l'enfant comme l'adulte réalise qu'il n'a jamais été dans un univers de choix, alors dans ce cas-là, il va faire des choix, mais la plupart du temps en dehors des règles. Rappelez-vous que celui qui a besoin de faire des choix en dehors des règles, c'est généralement celui qui n'a pas eu le choix à l'intérieur des règles. Et ça, c'est capital. Maintenant, on va continuer. Donc l'adolescent, deuxièmement, de manière très concrète, il est en permanence dans ce problème en rapport à lui-même. C'est le début du narcissisme, c'est le début de l'époque dans laquelle on se regarde 14 fois dans la glace, pour une fille savoir si la mèche comme ci ou comme ça, elle est bien, et on regarde ça, on se dit, mais attends, Manishtana, t'es pas en chidour quand même, faut pas exagérer. Donc le début du rapport à l'esthétique. Au niveau des garçons, idem. Et c'est là où faites attention, surtout ne vous moquez pas, de ce qui est au fond le début de la découverte d'une identité et le besoin de plaire. Le besoin de plaire. On a tous besoin de plaire avant d'apprendre à se plaire pour ne plus avoir besoin de plaire aux autres. Mais ça, c'est des étapes. Et donc, à ce moment de leur vie, ne surtout pas se moquer d'eux, juste faire le coup suivant. Écoute, ma chérie, mon chéri, c'est pas pour un garçon, comme je sais que généralement tu aimes bien prendre le temps dans la salle de bain, alors je te propose, pour que tu ne sois pas dans le stress, que peut-être tu te douches en premier, ou que peut-être ceci, cela. C'est-à-dire vous montrer que, en même temps, vous faites passer le message. Comme je sais que c'est la raison pour laquelle. Cet âge-là, si un enfant entend une parole de ce type, ça lui apporte énormément. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que l'on accepte quelque chose
qui au fond n'est pas nécessaire dans l'absolu, mais qui pour lui apporte quelque chose. On ne lui demande pas de nous expliquer de manière rationnelle le pourquoi de ces modes de fonctionnement. On lui montre qu'on est prêt à accepter qu'il y a des dimensions irrationnelles et qu'elles sont totalement acceptables. Autre élément, et ça c'est au niveau du verbe. Troisième chose, rappelons-nous la manière dont un adolescent arrive à la maison. Qu'est-ce qui fait que souvent les ados ne rentrent pas en lien avec leurs parents? C'est très simple. Regardez la manière dont on les accueille. Comment est-ce qu'on les accueille? Et comment le groupe accueille l'adolescent? Le groupe accueille l'adolescent de quelle manière? Salut! Et nous, t'as vu l'heure? Moi je suis ado, je choisis le groupe. Ça commence très tôt, ça commence même quand ils sont petits. Est-ce que le premier contact que l'on renoue après une journée d'école ou d'autre chose est un contact dans lequel tu me montres que tu es heureux de me voir, ou un contact dans lequel tu veux réinscrire à nouveau un rapport d'autorité immédiatement? L'adolescent a besoin de réaliser, comme l'enfant plus petit, mais l'adolescent surtout, que d'abord on le reçoit et on l'accueille. Vous savez, c'est le classique de ces ados qui partent pendant quelques jours, pendant quelques semaines, que sais-je, qui reviennent à la maison avec des looks parfois un peu dépareillés. Des cheveux qui ont oublié d'être coupés. Et nous, on les regarde. Mais tu t'es vu? D'abord, tu m'accueilles. Tu m'accueilles en tant que tel, bien sûr. Si à la maison, madame a l'habitude d'accueillir monsieur par des « non mais dis-moi, ça fait un quart d'heure que je t'attends », ou monsieur d'accueillir madame en disant « non mais dis-moi, tu m'as dit que tu rentrerais à 6h30, t'as vu l'heure qu'il est », c'est difficile un peu de changer le mode de fonctionnement vis-à-vis des enfants, et puis ça serait pas juste. Donc de nouveau, qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Chez nous les parents. Cette notion d'accueil, elle peut vous changer l'atmosphère dans la relation à l'adolescent. Parce qu'il se sent exister en tant qu'individu, quels que soient les modes de fonctionnement qu'il peut avoir. Et on lui montre que l'amour que l'on a vis-à-vis de lui n'est pas conditionnel. Qu'on l'aime pour ce qu'il est. On l'aime parce que c'est notre enfant. Et dans un second temps, on a des choses à lui dire. Mais ce n'est pas ça qui forme l'essentiel de la relation. L'essentiel de la relation, c'est la relation. Et dans une relation, on a aussi des messages à faire passer. On a aussi des choses à dire sur certaines règles. Mais ce n'est pas ça qui est l'élément essentiel. Regardez, souvent les ados disent, mais en dehors des discussions sur pourquoi j'ai fait, comment j'ai fait, de quelle manière, on n'a pas d'échange. On ne parle de rien. Et les seuls lieux de discussion sont des problématiques conjoncturelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as fait? Prête, ne fais pas ceci, etc. C'est pas rigolo, quoi. On n'est pas dans un univers de business. Et donc, il est normal qu'à ce moment-là, ils se mettent en distance. Alors, ce qui est important, c'est donc d'essayer de réfléchir à cela, mais en couple. D'essayer de réfléchir à ça en couple. Et de se dire, au fond, comment on va faire pour qu'il y ait un dialogue entre nous et eux? Comment on va faire? Comment on crée un dialogue avec nos enfants? Surtout nos adolescents. Alors la première chose, c'est en leur montrant qu'on est disponible. Être disponible, c'est au moment où on échange, ne pas se laisser perturber par des éléments extérieurs, c'est-à-dire ne pas laisser rentrer dans la sphère de l'échange quelqu'un d'autre. Ça se fait de manière très simple. Votre adolescent, vous commencez à lui parler. Bien sûr, normal, un frère ou une sœur débarque et vous vous interrompre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va signifier, non pas celui qui nous interrompt, qui ne peut pas nous interrompre, on va signifier à l'adolescent qu'il est suffisamment important pour que l'on fasse une action particulière, qui est laquelle? L'autre arrive et on va lui dire, mon chéri,
tu as envie de me parler avec joie, mais là je parle avec Yitzhak, Rivka, qui vous voulez, et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas m'interrompre. C'est parce que je lui parle à lui que tu ne peux pas, et non pas tu ne m'interromps pas à moi. La nuance elle est fine, mais elle est énorme. C'est parce que je lui parle à lui, parce qu'on sait très bien pourquoi il est venu. En fait, que je lui parle à lui. Et sinon, il est pas là. Et il flaire le coup. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc ils viennent, comme tout enfant normaux, quoi. Je lui parle à lui, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas m'interrompre. Et votre ado, il est là, il entend, il dit rien, mais il n'est pas mécontent. On va passer dans 10 minutes aux questions, et à travers les questions, j'ai vraiment envie qu'on rentre dans de l'ultra concret. On va encore rappeler 2-3 notions à réfléchir. Une que j'avais déjà une fois évoquée, vous allez sûrement vous en rappeler parce que je vais prendre le même exemple, c'est comment justement s'affranchir des règles pour faire en telle sorte que la relation existe. Bien sûr, nous aimerions avoir régulièrement des conversations avec nos adolescents sur les grands sujets de la vie. Et de manière idéale, nous aimerions qu'autour d'une table, notre adolescent nous dise « Écoute, mon cher papa, ça serait quand même passionnant pour moi d'entendre quelle est ton opinion sur telle et telle chose, car en effet, ton opinion est importante pour moi et j'aimerais bien la connaître. » Et à ce moment-là, bien sûr, d'accord, bon. Maintenant c'est bon, le réveil sonne, on ne rêve plus, on réveille. Donc généralement, ça ne se passe pas comme ça. Alors d'abord, première chose, est-ce que l'adolescent est intéressé d'entendre ce que je pense? Oui et non. Il n'est pas intéressé d'entendre une parole qui n'est pas la mienne. Il est par contre super intéressé de savoir qu'est-ce que je pense moi personnellement. Vous vous rappelez que la différence, on avait vu, le Maral explique qu'il y a deux pensées, la pensée construite, la pensée instinctive, c'est Khaliuni, c'est Khalibri. La pensée instinctive, c'est celle qui fait que l'on redit à voix haute ce que les autres disent. Avec d'autres mots, mais c'est la même chose. C'est qui veut dire, vous vous rendez compte, c'est honteux en Eretz Israël actuellement, les religieux, vous vous rendez compte, c'est très grave actuellement ce qui se passe en politique, vous vous rendez compte, mais mon frère, ici en l'occurrence mon père, tu ne fais que redire ce que tu as entendu ailleurs, je ne sais même pas si tu as réfléchi, si tu étais d'accord avec ce que tu dis, mais comme d'autres le disent, tu le dis aussi. Ben, si c'est ça, je suis déjà au courant, je peux besoin que tu me le dises. Et encore, c'est un peu dépitant. C'est quoi ces parents qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes? Par contre, si nous-mêmes on réfléchit, et qu'ils se rendent compte qu'on a une réflexion, là ça peut être intéressant. Mais bien sûr, ils vont être intéressés de savoir qu'est-ce que l'on pense, mais pas à travers ce schéma image d'Épinal tel qu'on l'a imaginé. Ça donne quoi? Ça donne la provo du vendredi soir. Vous savez, c'est la 12e salade. La salade provo. Celle dans laquelle il dit parfois des mots pas super clean, et là on lui dit, tu sais mon chéri, tu peux dire ce que tu veux, mais il y a d'autres manières de les dire, c'est tout. Et pas, quand c'est honteux, t'as pas honte à la table de Shabbat, tu parles comme ça. Non, pas du tout. Il veut dire, ce truc-là, c'est un truc de débile, mais bon, ça, le débile, c'est en version soft. Hein. D'accord? C'est ce que vous dites. Vous reprenez la phrase en mettant le mot en version soft. Quand quelqu'un à table, parce que parfois on a des invités à table qui ont une forme de langage qui fait partie de leur quotidien, vont dire « Ah là, cette chose-là, vraiment, qu'est-ce que ça m'a embêté ?» Mais avec d'autres mots. Je dis jamais rien. Si ça dit « Ah, ça vous a embêté », je dis « embêté ». Et là, ils comprennent parfaitement qu'il fallait juste changer de registre, sans plus. Faites la même chose. Parce qu'ils attendent que ça, c'est que vous réagissiez pour dire « De toute façon, je ne peux pas parler avec eux, regarde comment ils réagissent. » Mais ils sont dans un espoir fou. Mon papa va-t-il être adulte? Et comprendre que derrière ça, je veux rentrer en contact. Et que je veux voir si justement un adulte, c'est quelqu'un qui arrive à dépasser. Il rêve que de ça, gosse. Que de ça. Et non pas qu'on ajoute comptard des contonniers, que nous aussi on commence à parler comme lui. Mais ça va mon père, t'es pas mon frère, t'es mon père. Le comptoir des cotonniers, c'est dans la pub. Mais c'est pas dans le monde qui structure l'enfant. Et donc là, il est dans la salade provo. Il y a à nous justement de ne pas tomber dans les pièges qui nous tendent. Et de réagir comment en disant, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Moi, c'est vrai que je l'aurais peut-être dit d'une manière différente, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Maman, t'entends?
T'avais entendu parler de ce truc-là? C'est le truc. Et alors, et on se met en position off, et on commence. Et c'est vrai que c'est passionnant. Parce que d'abord, on lui a montré qu'on était adulte. Et qu'un adulte, c'est quelqu'un qui, au fond, ne perd pas le contrôle. C'est quelqu'un qui, au fond, sait parfaitement comprendre que derrière, eh bien, c'était juste une tentative de provocation, mais qu'au fond, il n'y a pas grand-chose qui se joue. Donc déjà, ça le rassure d'avoir vu un comportement adulte. Imaginez, vous êtes dans une réunion. Quelqu'un dans la réunion dit « Oh là là, mais ce que vous dites, c'est nul ». Imaginez, voilà, quelqu'un va nous dire. Si ça lui fait plaisir qu'il le dise. Et on dit « Quoi? Vous dites que c'est nul, c'est honteux !» Mais c'est qui ce mec-là en face? C'est qui ce monsieur? Si je vous dis « Écoutez, j'entends ce que vous dites, c'est vrai que c'est un peu violent de le dire de cette manière, mais expliquez-moi pourquoi. » Vous dites « Tiens, le gars, il n'est pas complètement enfant, il est un peu adulte. Il va tomber dans le piège. » C'est exactement ce qu'ils font. La salade provo, généralement, c'est vendredi soir. Dans les moments un peu chauds. Vous savez, le moment où vous dites « Allez, tu viens vite, on va à la choule. »« Oh non, c'est bon, ça va, j'ai le temps. » Il n'y a pas de problème, juste pour info, la Shkia est à 17h27. Voilà, salut, à tout à l'heure, mon chéri. Bye. Il attendait qu'une chose. Mais je comprends pas, je t'attends. Attendez, vous croyez qu'ils ne l'ont pas fait? Papa, attends-moi, je t'attends. Non, c'est bon, papa, ça va, j'irai après. Il n'y a pas de problème, avec plaisir, n'oublie pas que tu peux porter jusqu'à 17h27, et vous partez. Il a testé. Pourquoi il a fait ça? Pour voir justement comment on réagit. Et on lui montre qu'on n'est pas tombé dans le piège. Et puis après, éventuellement, il fera passer le message. Alors moi, j'allais juste, si ça ne te dérange pas, si tu veux que je t'accompagne, qu'on parte ensemble, c'est vraiment avec joie. Mais si tu penses que ça sera difficile, essaie de me dire un peu plus tôt, comme ça pour moi, je pourrais encore attraper Mincha. Voilà, pour info. C'est qu'en deux mots, ça va. Et pas, comment, moi, le père, tu as osé me dire, tata. Il y en a qui jouent à ça. Oui, jouer. C'est terminé, cette époque. C'est fini. L'époque du respect automatique, c'est fini. Terminé. Vie. Et c'est notre chance. Parce que ça nous oblige à devenir des êtres respectables. Et c'est ça qui va être passionnant aujourd'hui. Après, comment ça se passe? Je vous donne l'autre exemple. J'adore cet exemple, vous allez sûrement vous en rappeler, c'est 23h le soir, vous êtes enfin tranquillement chez vous, assis à côté de votre épouse en train de deviser. Non pas sur les comptes, non pas sur les problèmes, mais de se parler, on se parle. D'accord? Ni de la gestion de la cuisine, ni des vacances, et bien on se parle, on échange. D'accord? On s'écoute. Et à ce moment-là, l'ado, il vient et il rôde. Il se promène. Bien sûr, nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, pour une fois que je suis tranquille avec maman, tu as besoin de venir. Test loupé. Vous voulez réussir le test? Il rôde. Alors, vous avez option 1, option avant que le réveil ne sonne. Papa et maman, il est 23h, tout le monde dort. Vous êtes enfin légèrement disponible. Cela me ferait plaisir de pouvoir bavarder avec vous sur les choses de la vie, juste comme ça. Le réveil a sonné. Il rôde. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites Avraham, Rivka, Rachel, enfin. Yes, enfin, les petits sons, trucs, etc. Il y a plein de petits trucs sympas qui traînent au frigidaire. Amen. Petit truc là, l'autre jour, tu m'as dit qu'il y a un truc sympa, là, amène-le. Puis vous l'amenez. Dis-moi. Et puis alors, madame, à ce moment-là, est dans son truc, ou monsieur, dis-moi, c'est quoi cette histoire? T'es au courant? Qu'est-ce qui paraît? Ils veulent, à Lyon, interdire le stationnement aux 4 roues, n'importe quoi. Le dernier truc que vous avez entendu, qu'est-ce qui paraît? Ils veulent rendre payant, en fait, j'en sais rien. Le truc sur lequel qui n'a aucun rapport. T'es au courant de cette histoire? T'as entendu? C'était, c'est vrai. Et là, lentement, ça se met en place. Et vous vous retrouvez à 2h du matin en train de bavarder, de tout et de rien. Et il y a un lien. Je vous ai raconté que je n'ai jamais compris comment nos enfants savaient quand je devais me lever à 5h du matin pour prendre un train. C'était généralement ces veilles de départ à 5h
qui commençait à parler de 23h à 2h. Même à l'Aïchiva, il m'appelait, t'as le temps de parler? Oui, dit-il en regardant son billet de train. Bien sûr. D'où tu sais? Il sait. Et c'est qu'est-ce qu'il teste? Je suis important suffisamment pour que tu mettes de côté tes impératifs de sommeil que tu pourras rattraper de toute façon à un autre moment pour profiter de ce moment unique qui est un moment de lien. Lui, il ne sait pas, mais moi je sais. C'est des cadeaux. Ne les loupez pas. On est décalqué de fatigue. C'est pas grave. C'est des moments incroyables. Parce qu'au fond, c'est ça qu'ils gardent à l'intérieur d'eux. Pas juste que vous leur avez offert les rollers, parce que ça c'est facile. Les moments dont ils se rappellent après, vous voyez, c'est très intéressant. Quand les ados devenus jeunes gens se parlent entre eux de leurs enfances, de quoi ils se parlent? De ces moments un peu fous, de ces moments un peu hors normes, où les parents et les enfants étaient en lien dans des choses qui ne correspondent pas aux règles classiques de ce qu'on penserait être l'éducation et ce que vous voulez. Et tu te rappelles le soir où à papa on lui avait dit je suis sûr que t'es pas cap, en vérité il a dit ben c'est bon on y va, il était 3h du matin, on est parti. Pourquoi il se rappelle de ça? Parce que tout simplement il y a eu un lien, il y a eu une complicité, il y a eu quelque chose qui s'est créé. C'est vrai, on ne va pas faire ça tous les soirs. Mais il faut que ça fasse partie, un moment, dans notre tête, on doit être prêt à ça. Dans notre tête, il faut à un moment se rappeler que c'est le genre de moments qui vont leur permettre au fond de développer le lien qui fera que par la suite notre parole sera entendue. Dernier élément avant de passer aux questions. On a plein de choses à leur dire à nos ados. Et parfois, ça ne les intéresse pas de les entendre. Alors il y a deux manières de dire les choses. Soit tu sais et sache. Ou alors on fait du passage d'information. Le gamin il a 15 ans, il rentre à la maison et on se rend compte que c'est des Marlboro Light ou des Gauloises sans filtre. Il y a quelques odeurs éminemment suspectes qui arrivent avec lui. Alors bien sûr, si c'est à 12 ans, on n'a pas cette démarche. Cette démarche, il est tout simplement de le prendre et de lui dire, mon petit chéri, je crois que tu n'as pas compris, mais on ne fume pas. Alors bien sûr, si toi vraiment on fume, c'est un peu compliqué. À 15 ans, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on dit justement, light ou pas light? Et après on lui dit, je sais pas comment tu fais parce que tu arrives aujourd'hui. Hein. Et après, mon chéri, très sincèrement, je trouve que c'est un peu vraiment très dommage. Parce que si tu commences maintenant, je ne sais pas comment tu feras pour t'arrêter. Et sache que c'est quelque chose qui peut être extrêmement toxique. Après, c'est ton problème. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu rentres à la maison, je ne vais pas sentir d'odeur. C'est-à-dire que si tu fumes, je vais fumer 2 heures avant de rentrer. Et je repose des règles. À un moment, il faut faire du passage d'information. Faites en telle sorte que vos enfants adolescents ne puissent pas dire un jour pourquoi ils ne me l'ont pas dit. Pourquoi maman ne l'a pas dit quand j'étais à 15 ans et que je me prenais pour le phénix des eaux de Sébourg en tant que petite demoiselle, que les garçons ne m'aimeraient que par rapport à ce qu'ils pourraient prendre de mon corps. Et c'est tout. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Et je me suis fait avoir. Pourquoi tu ne m'as pas dit, papa, qu'à un moment, rentrer dans les addictions au portable, etc., ça pouvait me faire du mal? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Moi, ce que je veux en tant que parent, c'est de ne jamais entendre cette phrase. Donc je dis, après t'en feras ce que tu veux, mais au moins je te le dis. Et il faut être capable de le dire. Tu sais, écoute, sache que maintenant tu vas me prendre pour un imbécile, c'est possible. Tu vas me dire que peut-être ce que je dis c'est des idioties, c'est possible. Mais moi ce que je veux c'est de le dire. Que tu l'écoutes c'est ton problème, mais te le dire, moi j'ai besoin de te le dire. Et j'ai besoin que tu m'entendes, après tu feras avec ce que tu veux. Mais moi j'ai besoin de te le dire. Parce que pour moi c'est important, parce que je tiens à toi. Après c'est ton histoire. Et c'est vrai que ça va devenir leur histoire. 14, 15, 16, 17, 18 ans, c'est terminé le contrôle. On ne contrôle plus. C'est là où on vérifie si on a transmis, et on revient à ce qu'on avait vu au début, des fondamentaux. Ah, on ne l'a pas fait? Bougeons-nous nous-mêmes dans notre propre histoire. Et ça pourra peut-être encore les bouger. Je peux vous assurer qu'il y a des familles dans lesquelles
Les enfants bougent à 20 ans, 21 ans, 22 ans, parce qu'à ce moment-là, leurs parents ont décidé de bouger. Ils ont décidé de se remettre en cause, réellement. Pas en surface, pas de manière factice. D'entreprendre des thérapies, d'essayer de régler leur compte avec eux-mêmes, de réfléchir comment se fait-il qu'à un moment la relation n'a pas été bonne avec eux, avec les enfants, avec les autres. Ah, mais les enfants ont grandi, c'est pas pour autant que je ne veux pas régler mes comptes avec moi-même. Et ça change. Parce que tout simplement, une famille, comme je vous l'ai expliqué souvent, c'est un système et nos mouvements opèrent des mouvements chez les autres. Voilà quelques points de réflexion. On n'est pas trop rentré ce soir, comme vous le voyez, dans des recettes. C'est véritablement, l'objectif de ce soir, c'est de nous amener à opérer véritablement une réflexion en profondeur sur les différents éléments que l'on a pu voir ce soir. Ce n'est pas simple. Je vais vous proposer quand même de faire quelques petits exercices très pratiques. Posez-vous la question, en quoi on incarne les adultes? Posez-vous la question, quels sont les fondamentaux que l'on a décidé d'inscrire dans notre vie à nous? Autour de quelles règles? À travers quoi nos enfants se rendent compte que ces fondamentaux sont des fondamentaux? Que faisons-nous dans le processus éducatif pour leur faire passer ces notions-là? Ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme, ça prend du temps, mais ce qui est sûr, c'est que si on s'y met, on n'en aura que des bénéfices. Je vous remercie, pardonnez-moi pour votre écoute, et là, on prend bien sûr jusqu'à 10h30 pour passer à vos questions, qui là, par contre, peuvent être dans l'ultra concret. Allez-y, à vous les questions. Je vous fais peur. Allez-y. Au niveau de l'adolescent, donc, on avait dit qu'il choisit des clans, enfin des groupes. Et s'il fait ça, c'est parce qu'en fait, il n'a pas le modèle chez ses parents, c'est ça? Et il faut se poser la question du type d'accueil que l'on a donné. C'est quoi l'accueil? C'est-à-dire que... Donc, quelle est votre question, madame? Non, je veux repréciser les choses. D'accord. Est-ce que si l'enfant choisit des copains, etc., c'est que le modèle parental n'est pas bon? Je n'ai pas dit cela, donc merci de reposer la question. J'ai dit que le modèle parental peut être un modèle bien, mais il n'a pas dans l'univers familial l'accueil dont il a besoin en tant qu'adolescent, qui est d'abord de se sentir accueilli. Tout simplement. Mais comme adolescent, il ressemble un peu à un extraterrestre. On a forcément un regard un peu... Un regard de tendresse. Oui. De tendresse. Vous savez, c'est comme dans un couple. On aime l'autre, pour ses erreurs aussi. On aime l'autre, parce qu'il y a quelque chose de touchant parfois à se dire, ça, c'est vraiment mon mari. Je le dis 3 fois, il a de nouveau oublié. Et quelque part, ça a quelque chose de touchant. Mais pourquoi? Parce que comme à côté, vous avez crédité la relation de tous les éléments positifs que l'autre vous apporte au quotidien, alors cette dimension-là, vous pouvez la regarder, elle peut vous faire sourire. C'est sûr et certain que si on n'a jamais voulu regarder tout ce que l'autre était, alors ça va être difficile d'avoir un regard de tendresse sur cette dimension un peu gauche ou pas très aboutie dans tel et tel domaine. De tendresse. Vous savez, c'est un mot qui, moi, en tout cas, me parle énormément parce qu'on est dans un monde dans lequel la tendresse fait plus partie du monde des relations. Rachi nous dit, chez Tirbe Riba Vereout Be Israël, qu'il faut mettre en place des processus qui vont permettre de développer Riba Vereout. Riba, c'est de l'affection et de l'amitié forte dans le peuple juif. Riba Havivi. C'est quoi? C'est une relation amoureuse? Non, c'est de la tendresse. Avoir un regard un peu plus tendre les uns sur les autres. Réout, se sentir dans une relation de proximité, c'est quelque chose qui, si vous la regardez, d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand c'est pas les vôtres, vous avez ce regard bien plus facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas réussi à se mettre en distance, et c'est vrai que c'est un travail pas simple. Mais pourquoi? Parce que c'est le problème des blessures narcissiques. Parce qu'on ne voit pas qu'au fond, à travers ce qui se passe ici, se joue sa construction interne. Et si on réalise qu'au fond,
Cette chrysalide qui devient papillon, la différence c'est que la chrysalide devient papillon généralement en 24 heures, alors que là il va falloir un peu plus de temps. Mais qu'au fond il est dans un mouvement qui s'opère. Si on apprend à voir tous ces points sympathiques et agréables de lui, si on apprend à les valoriser, les magnifier, alors on vivra un peu plus sans distance, ça créera moins de difficultés narcissiques et on arrivera mieux à le gérer. Mais c'est vrai que c'est un travail. C'est vrai. Oui. Il y a une dame au fond. Oui, oui, madame. Si on a un enfant qui, malgré tous nos efforts, c'est-à-dire qu'on a essayé de rapport de force, on a essayé de se réussir en disant voilà. L'enfant, il a quel âge juste? Il a 6 ans. 6 ans, d'accord. Non, c'est juste pour me mettre dans le bon cadre, d'accord? Donc, on a essayé le rapport de force, on a aussi essayé donc, le rapport du temps, et on prend du temps pour l'enfant, Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment? Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bah, ça fonctionne toujours pas. Sur quel point? Sur l'écoute. Voilà. Il n'est pas à votre écoute. Des règles et qu'il ne veut pas les respecter parce que ça le dérange. Mais comment faire si on a essayé donc, sur un laps de temps, D'accord. le rapport de force, le rapport du temps, où on le prend à l'extérieur de l'école, on lui a que tous les deux, voilà, prendre du temps pour lui. Et ça marche peut-être pendant 24 heures et après rebelote. Alors, vous avez déjà donné dans votre question, je pense, un élément de réponse. Vous avez dit « ça le dérange ». C'est très intéressant ce terme, d'accord? Alors, soit je vais faire la psychanalyse sauvage et dire que dans le mot « dérange », il y a le mot « ranger », c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a rangé, lui, dans son système et que vous dérangez, ça serait intéressant. C'est-à-dire de savoir est-ce que lui-même, il s'est organisé une relation avec un propre système. Ça serait intéressant en tant que tel, dans un univers plus thérapeutique. Maintenant, un enfant de 6 ans, si on se pose cette question, c'est que je pense qu'on n'incarne pas encore suffisamment la fonction parentale face à lui. Et là-dessus, je proposerais de faire un travail d'abord au niveau du couple. Que le couple fasse en telle sorte de ne pas être inquiet face à l'enfant. Or, je pense que derrière cela, je ne parle pas de vous, madame, parce qu'il y a peut-être d'autres éléments. Donc, je donne une piste que je pourrais avoir. C'est que, généralement, dans ce genre de cas, l'enfant doit percevoir une forme d'inquiétude et d'attente. Est-ce que ça va marcher? Et lorsque l'enfant sent une inquiétude, il prend un pouvoir énorme. C'est qu'il sait qu'il est à l'origine d'une possibilité de nous déséquilibrer. Et donc, c'est sûr et certain qu'il a un pouvoir, il le prend, il ne va pas le lâcher. Avec quelque chose qui, à terme, n'est pas bon du tout pour lui, c'est qu'il va lui-même être dans ses propres inquiétudes, puisqu'il n'y a rien qui le rassure, puisque ceux qui sont censés le rassurer sont inquiétés par lui. D'accord? Donc là, il y a un travail à faire au niveau du couple. Au niveau du couple, c'est-à-dire d'abord ne pas avoir peur de l'enfant. Et ne pas avoir peur, et pas dire « j'espère que ça va marcher, j'espère que... » Eh ben c'est pas grave. Eh ben si ça marche pas, on s'en moque et l'on aura. Je me rappelle d'avoir entendu ce mot merveilleux d'une petite fille, qui un jour sa sœur était rentrée désespérée parce qu'elle avait eu 9 en maths au lieu du 14 escompté, et sa petite sœur de 5 ans la regarde et lui dit « tu sais, hein, c'est pas ce qui va t'empêcher de te marier et d'avoir des enfants. » Et elle a raison. Et elle a raison. Vous avez aujourd'hui des mères de famille extrêmement compétentes qui épanouissent leur couple, leurs enfants de manière merveilleuse et qui ont loupé leur bac 2 fois. Et c'est pas grave. Et d'autres qui sont bac plus 12, mais je ne vous raconte pas les désastres dans l'univers du quotidien. Donc déjà, pas de panique. Pas de panique. Ne pas être dans cette peur. Pour ça, ça exige un travail au niveau du couple, c'est-à-dire que chacun des membres du couple rassure l'autre sur la place qu'il a, et la place qu'il a n'est pas conditionnée par la manière dont il va organiser la relation à l'enfant. Donc là-dessus, déjà si on le fait, c'est-à-dire si vous sentez et vous savez dans le couple que vous êtes totalement aimé, respecté, admiré, adulé, même si votre enfant fait les pires bêtises, c'est là où il arrêtera d'en faire. Si vous avez l'impression, je n'ai pas dit que c'est nécessairement ce qui se passe, qu'au fond, votre place aux yeux de votre conjoint ou de votre belle-mère, dans le sens est déterminée par la capacité que vous avez de vous occuper de cet enfant et de la capacité qu'il a de répondre oui à vos attentes, ou si il y a une forme d'anxiété, serais-je capable d'être une bonne mère,
au regard peut-être d'un trauma que vous avez pu vivre dans d'autres univers, c'est sûr et certain que tout ça, ça se perçoit chez l'enfant et il joue avec. Voilà. Quelques pistes, il pourrait y en avoir d'autres, mais en tout cas, de ce que j'entends de votre question, c'est ce que c'est. Mais, ce qui est intéressant, c'est que si c'est ça, c'est génial, parce que vous savez sur quoi il faut travailler. Et non, sur quel point? Sur quel point? Et parfois, on a besoin de se faire aider. Parce que l'enfant, parfois, dans sa présence, nous renvoie à des choses difficiles de notre propre histoire. Et parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, bien sûr, on va explorer qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa grossesse. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à voir. Et si on les a identifiées, on peut faire un travail et après passer à autre chose, et ça se passera très bien. Autre question? Oui. Alors déjà, je voudrais savoir à quel âge se situe vraiment le début de l'adolescence pour un garçon. Bonne question. À quel âge commence le début de l'adolescence pour un garçon? Alors, c'est pas au moment où il commence à avoir 3 poils de barbe, clairement. C'est le moment dans lequel il a plus trop peur de vous regarder les yeux dans les yeux. Et à ce moment-là, on dit, tiens, ça commence, il se positionne. Ça peut être relativement tôt. Rappelez-vous que le problème de l'adolescence garçon, c'est aussi les bouleversements hormonaux. Ils ont en plus les hormones qui bouillonnent. Ils ont un univers autour d'eux qui leur propose de voir toutes les bêtises du monde et de se retrouver dans des spirales qui ne sont pas simples. On n'a pas parlé du tout de ça ce soir parce que c'est un thème en tant que tel. Rappelez-vous juste d'être prêt au scratch post-bar mitzvah. D'accord? Je pose la question parce que pour l'instant. Donc déjà ça, rappelez-vous que le petit sadique après. Donc déjà, si psychologiquement vous êtes prêt, vous vivez autrement. Après, ce qui est sûr, c'est que les garçons ont cette difficulté, c'est que ils ont besoin de quelque chose qui les passionne. Donc, trouvez-leur des passions. De devenir spécialiste des grandes histoires des crashs de l'aviation. De je ne sais trop quoi, même truc, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les passionne, quelque chose qui les agite, quelque chose qui les intéresse. Sinon, vous êtes dans une forme de beaufitude quotidienne qui, au bout des moments, les amène d'abord à se ramollir le cerveau clairement, et puis aller vers les choses dans lesquelles on n'a pas envie qu'ils aillent. D'accord? Oui? Madame, au fond, d'abord et après vous, oui. Et quand justement vous parlez des enfants qui commencent à rentrer dans l'adolescence, à 10 ans, on dit qu'ils sont pré-ado maintenant. Oui. Donc, comment justement faire face à ce passage de la préadolescence à l'adolescence? Alors, le passage de la préadolescence à l'adolescence, c'est d'abord, vous avez raison, ça commence relativement tôt. C'est pas la même chose pour un garçon que pour une fille. Si c'est une fille, surtout, ne pas tomber dans le piège de la petite Lolita. Clairement. C'est extrêmement important, encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on met un habit parce qu'il nous va. On a le droit d'avoir une tenue de Shabbat. Pas la peine d'en avoir une deuxième. Si on en a une deuxième, c'est énorme. D'accord? Parce que tout simplement, la robe du Shabbat, c'est la robe du Shabbat. Alors bien sûr, si elle est héritière de ses grandes sœurs, elle est héritière, d'accord? Mais sinon... Donc ça, au niveau de la fille, surtout faire attention que sa dimension, sa féminité, on ne cherche pas à la pousser d'aucune quelconque manière, d'accord? Ça, c'est très très important parce que, par la suite, c'est le rapport au corps et au monde qui va être important quand même pour une petite jeune fille. En dehors de ça, poser des limites dans la place que vont avoir les amis à l'intérieur de leur vie. Traduction, les copains et les copines, on préfère si c'est une fille que ce soit juste des copines et les garçons juste des copains, sinon ça fait désordre. Eh bien, oui, parce qu'après, tout simplement, ils existent dans le monde de l'illusion. Donc, les copines, il y a un temps. Il y a un temps et à partir, il y a un cadre. Elles vont leur parler, mais pas 2 heures tous les soirs. C'est-à-dire faire en telle sorte que, en effet, l'univers familial soit un univers qui les nourrisse encore et qu'elles n'aient pas trop rapidement besoin d'aller vers les copines. Au niveau des garçons, alors, c'est l'âge pré-bar mitzvah. Donc là, c'est l'âge dans lequel on doit leur donner des challenges. Des challenges, c'est que, qu'est-ce qu'ils vont produire pour leur bar mitzvah?
ils vont lire toute la paracha, ils vont faire la dracha par cœur, etc. Poussez-les. Poussez-les, poussez-les, poussez-les. Pourquoi? Pour occuper leur tête et pour leur faire découvrir qu'ils sont des capacités. Et arrêtons de dire, oh le pauvre, il a une paracha, il y a 150 psukim. Génial, il va s'éclater. Voilà, c'est-à-dire commencer à donner, mais comme derrière, il y a la fête, il y a les cadeaux. Donc, ça peut aider, d'accord? Surtout, ne nivelez pas par le bas à ce moment de leur vie. Voilà, ça c'est, je dirais, 2 axes qu'on pourrait avoir, mais c'est vrai que c'est très difficile. L'idée, c'est d'être là, et j'entends d'où vient le vent, quoi. C'est-à-dire, faut être là, faut être en observation, repérer, voir, commencer à créer un peu plus de lien au niveau de la parole, mais ils sont encore petits, et puis surtout leur donner des vrais pôles d'intérêt, quoi. Je sais pas si... Oui. Parce qu'il y a 10 ans, moi, il me dit que je suis un pré-ado, quoi. Alors, quand un gosse me dit ça, c'est génial. Un quoi? Ah, il dit, adolescent, je connais. Préadolescent, ça veut dire quoi exactement? Demandez-lui de vous expliquer ça veut dire quoi. Il faut lui dire, et alors, d'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la maison? Allez-y, elle dit non, mais c'est très intéressant. Comment ça prendre de l'assurance Non, mais lui, vous lui demandez, lui dire, d'accord, t'es pré-ado, je viens de comprendre cette notion, et donc concrètement, qu'est-ce que ça doit changer? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Demandez-lui. Il dit, ah ben je suis préadolescent, il faut dire, ah ben non. Non. Pourquoi comme ça? Ah mais maman, je crois pas. Ah mais t'es nul. Comment t'écris le mot nul? Parce que le mot nul à côté de maman, je le connais pas celui-là. Mettez-vous en distance émotionnelle. De toute façon, tu comprends rien. Je crois que je ne veux plus rien comprendre, même les maths, à mon avis, quand tu as des problèmes. Montrez-leur que vous ne rentrez pas dans le jeu, mais que ça ne vous touche pas, parce que c'est des zones test. Et ça les rassure. Ça les rassure de voir. Moi, je me rappelle d'un de nos ados, qui un soir, bien devant moi, met ses rollers à 9h. Bien devant moi. Il est là, il regarde. Et je lui dis, c'est sympa, tu sors? Elle me dit, oui. Je lui dis, il y a quelque chose ce soir? Il me dit, oui, il y a un concert du côté de la Bastille. Alors je le regarde, je lui dis, oh, tu sais qui? Il me dit, ouais, je sais pas, j'ai vu. Et puis, il attend. Et il se dirige vers la porte, je lui dis, 2 secondes. Fais juste gaffe parce qu'il y a peut-être un peu de racaille là-bas, donc tu fais gaffe à toi. Hein. Un quart d'heure après, il était de retour. Zone test. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en ai un jour qui m'a fait le coup, il est rentré qu'à 23h. Mais il est rentré. C'est vrai. C'est à ce prix-là qu'on est construit. Bien sûr, si on est dans le 9-3 et qu'au bout de la rue c'est un coupe-gorge et que ça vend du shit, oui, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai. Je veux dire, c'est comme les gamins quand ils sont au jardin. Vous êtes assis sur le banc, il a 5 ans, il monte seul sur le toboggan, sur le potogan, pardonnez-moi. Et vous n'allez pas vous donner en pestacle devant tout le monde en train d'être juste à côté, en train de dire fais attention, parce que d'abord c'est à sa hauteur, et en plus, en dessous c'est de la mousse. À notre époque c'était de la terre, et on est là. On est là. Voilà, mais c'est pas simple. Vous n'allez pas le faire bien sûr avec un gamin de 10 ans, hein. Le coup les rollers à 9h du soir, il a 14 ans. C'est évident. Pourquoi? Mais ne lui proposez pas. Mais ce moment-là, c'est un moment de test. C'est très intéressant. Il veut voir. Il veut voir comment vous réagissez. Et qu'est-ce que je lui dis? Je t'aime et je fais attention à toi. Je te donne une information pour pas que tu aies du mal. Et c'est ça qu'il a besoin d'entendre. Une fois qu'il l'a entendu, il descend, au fond il n'a rien à faire en bas, il remonte. Et s'il a envie d'aller plus loin, c'est qu'il est curieux. Et il faut savoir juger aussi, et jauger. Ça fait partie des risques. À vous de savoir évaluer les risques.
Clairement. Ça dépend pas du caractère en fait. Ça dépend quand, ça dépend quoi, ça dépend à qui, ça dépend de quel est l'enfant, ça dépend quelle est sa personnalité, il y a plein de choses. Mon train est demain matin à 6h, 5h48, je sais plus combien, donc j'ai encore quelques heures si vous voulez pour qu'on continue sur cette question. Avec plaisir. Oui, ce sont des paramètres. Ce que vous laissez à A, vous ne laissez pas à B. À la maison, je me rappelle parfaitement, on en a un. À l'âge de 11 ans, il ramenait ses deux petits frères et sœurs de l'école tout seul en métro. Mais un autre ne l'aurait pas fait, mais lui il pouvait. Et il l'a fait. Parce qu'il y a des personnalités A, des personnalités B, des personnalités C. C'est pour ça que ici, je vous dis que les enfants sont en zone test. J'ai pas dit si votre enfant, alors faites ce que j'ai dit, sûrement pas. Mais peut-être que oui, mais peut-être que non. C'est au niveau du concept. D'accord? Oui. Il y avait d'abord madame, pardonnez-moi, et après vous. Oui, je vous écoute. Vous avez dit qu'il ne fallait pas marcher avec un enfant avec des récompenses que les sanctions. Vous avez expliqué qu'on ne pouvait pas obtenir d'un enfant son blé qu'avec les récompenses, qu'avec les sanctions. Qu'avec, voilà, exact. Mais comment gérer les réactions? Quand on a décidé quelque chose, qu'on est face à la colère d'un enfant, complètement colère. Quel âge? D'accord, très bien, bon, normal, hein, qu'est-ce qu'il fait son job d'enfant? Mais il fait son job d'enfant, hein. Comme l'ado, il fait son job d'ado. Hein. Comment on laisse l'énergie en public, on ne laisse pas Alors, en public, ce que pensera le peuple. Qu'on vous prenne pour une mère indigne, qui n'a rien compris à la vie, ça ne me dérange pas. Et ça ne doit pas vous déranger. D'accord? Donc déjà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, beaucoup de compassion pour cet enfant qui est au fond frustré. Il voudrait, il ne peut pas avoir. Vous rêvez de quelque chose et on vous dit non, t'auras pas. Vous êtes d'accord que vous appréciez pas. Alors quand vous êtes adulte, vous dites. Et il y a des adultes qui ne sont pas comme des enfants. Quoi? Il n'y a pas de nanana. N'oubliez pas, hein, c'est la même chose. Donc il est là, il râle, c'est normal. Vous ne voyez pas l'enfant dire bon, écoute, maman, je voulais beaucoup de ça, et puisque tu ne veux pas, ce n'est pas grave, je prends sur moi, j'avance. Donc il râle, normal. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous accueillez sa colère. Oui, je comprends que tu n'es pas content. À ta place aussi, si j'avais très envie d'une chose et que je ne l'avais pas, je ne serais pas content. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, maman a décidé, maman a décidé. Un enfant qui fait ça, c'est pas accueillez sa colère. Toujours à quelqu'un, on a dit j'ai mal. Dis pas mais non, tu t'es pas fait mal. Je veux vous redonner l'exemple que j'adore et que j'ai donné 20 fois. Votre mari rentre à la maison et dit j'ai mal à la tête. Vous lui dites quoi? Prends un aspirine? Non, il sait. Il n'y a pas besoin de tout pour ça. Vous dites à votre mari je suis fatigué. Il vous dit quoi? Va te reposer. Mazalta, vous avez besoin de ça? Vous êtes très bien, vous lui dites autre chose. Oh, pauvre chérie. Oh là là. D'accord? Mais faites la même chose pour l'enfant. Non mais c'est vrai quoi. Moi j'adore, dans les couples on dit waouh, j'ai épousé un bac plus 12 qui vient de m'apprendre que quand on a mal à la tête, qu'une aspirine on a moins mal. Super, on est très content de l'apprendre. J'ai pas besoin de toi pour ça, alors pourquoi je te dis? Il s'est pas fait mal, il vous dit j'ai mal. C'est qu'il veut vous dire autre chose. Quoi, pauvre chérie? Il a d'abord besoin d'entendre un peu de compassion. Pourquoi? J'en sais rien. Mais déjà il a besoin de ça. On découvrira après pourquoi. Mais faites la même chose pour l'enfant. Ce que vous faites dans votre couple, faites-le pour l'enfant, pour ce genre de choses. Et après, par contre là en l'occurrence l'enfant qui râle, je comprends, mais c'est comme ça. Et après, dans un second temps, apprenez régulièrement aux enfants à réaliser ce qu'ils ont. Mais non pas, tu sais, hein, tu devrais quand même apprécier ce que tu as. Non. Vous lui dites, ah, c'était super hier, ah là là, comme c'était génial. Et tu t'imagines, et vous faites mousser. Apprenez à faire mousser ce qu'ils ont. Ah, la glace au chocolat à midi. Waouh, quelle chance on a, maman. Waouh, 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 waouh. Vous vous rendez compte de la glace au chocolat à midi? On est en semaine de folie. Vous allez les nourrir de ça. Faites un peu la comédie. Et si vous ne savez pas, on peut apprendre. Faites-la un peu. Parce qu'après, entre eux et eux-mêmes, ils ne se sentiront pas trop malheureux de réaliser qu'ils n'ont plus le droit après de manger le bonbon. Parce vous avez intégré ce genre de choses. Et au bout d'un moment, ça passe parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Oui, madame, oui, je vous écoute. Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai un peu de l'usage, et ils sont tous très malins. Ils m'embrouillent. Et chacun s'est d'être l'un de l'autre pour refuser la tâche que je lui ai demandé de faire.
Alors, concrètement, ça donne quoi? Racontez-moi. Le grand, par exemple, on a dit qu'il fallait... Donnez-moi des âges. Juste. Donnez-moi juste l'âge. L'âge? Le grand. Le grand, 14. 14 ans. Il a 14 ans. Et 8, 10. D'accord, très bien. Donc le 14, vous lui demandez de débarrasser la table. Je lui demande de débarrasser la table. Ah non, je suis crevée, mais je viens d'arriver. Et puis moi, je vais aller à Yeshiva, alors je rentre tard. Je suis aussi des contingences matérielles, etc. Oui. D'accord. Très bien. Et les autres, le grand, il ne peut pas, donc on ne peut pas. Voilà. Alors. Et les petits, nous, les petits. Et là, oui. Et moi, je suis fatigué. Mais alors dans ce cas-là, si je peux me permettre, il y a deux axes. D'abord, je ne sais pas comment vous avez demandé à l'enfant. L'adolescent, vous savez, il y a un grand principe. Regardez, c'est comme quand les parents, les enfants rentrent de la yeshiva, par exemple, au Ben Azmanim. Ils ont 17-18 ans, c'est des post-adolescents. On est là, on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils viennent et qu'ils nous aident. Laissez tomber. Comment vous faites? Vous dites, quand il arrive, là, comment ça va, vous lui préparez un petit truc sympa, etc., etc. Et puis l'enfant dit, bon, dis-moi, là, je vais avoir besoin, dans les jours qui viennent, si tu peux, si tu as la possibilité, que tu puisses éventuellement ça. Dis-moi quand ça t'arrange, quand tu peux, et comme ça, je m'organise. C'est-à-dire, ne lui dis pas, je veux que tu donnes, lui, dis, voilà, ça m'arrangerait beaucoup, si tu pouvais éventuellement, parce que pour moi c'est un peu difficile, je connais pas ton programme, est-ce que tu peux me dire à quel moment ça sera possible? Donc déjà, première chose, il a 14 ans, il dit, fais la vaisselle. Non. Puis, vous prenez, mon chéri, ou bien débarrasse. Bien, mon chéri, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais ce soir t'occuper du débarrassage, parce que c'est vrai que ça me rendrait un immense service. Oui, il a toujours dit. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que vous allez débarrasser, et le lendemain matin, vous allez dire, les enfants, j'ai découvert que dans cette maison habite une fée, la fée Clochette, qui fait que les choses... De l'humour, je rigole pas, de l'humour, dit-il en disant derrière, je ne rigole pas. De l'humour, pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, l'enfant, vous lui faites passer les messages, mais vous ne créez pas de focale dessus. Maintenant, en l'occurrence, cet enfant, quand il dit qu'il ne veut pas, il faut dire, je comprends que tu ne veuilles pas, mais très sincèrement, tu ne peux pas ça, comment ça me rendre un immense service. Et viens, je veux juste te dire un truc. Bien, tu peux venir 2 secondes. Je comprends parfaitement que tu es à la yeshiva, etc. Mais tu sais, après les petits, si toi ils ne te voient pas faire, alors eux ils pensent qu'ils ne doivent rien faire. Et c'est vrai que c'est quand même bien pour eux. C'est-à-dire, montrez-lui que vous voulez en faire, faites-en un petit peu un allié. Mais parce que là, il a besoin de sentir que vous lui demandez un service et vous ne vous mettez pas nécessairement en rapport d'autorité. Par contre, les plus jeunes, là ça ne marche pas. Parce que les plus jeunes, vous êtes encore dans le rapport vertical. Lui aussi, mais lui on est déjà dans le lien. Dans lequel vous lui dites, je comprends, mais tu sais, ça me rend un immense service, vraiment, et puis tu sais, après les autres, eux, ils ne savent pas que quand on est à la yeshiva, c'est parfois un peu compliqué, alors c'est la raison pour laquelle. Maintenant, les autres, ouais, non, on ne veut pas, je ne vous ai pas demandé si vous vouliez, je vous ai demandé de le faire, et c'est comme ça. Ils ne le font pas. Ils le font pas? Alors, très bien. Quelles sont les autres tâches que vous leur demandez de faire à la maison? Je ne sais pas, mettre du linge sale dans notre bac à linge, oui. leur dit. Oui. Alors... Et puis moi je me lasse au bout d'un moment de rabâcher sans arrêt. Alors, il faut peut-être, là ça serait, j'entends parfaitement ce que vous dites, je crois que là ça serait intéressant que vous vous assoyiez à l'écoute de la manière dont vous leur dites les choses. J'ai l'impression que peut-être, sans vous en rendre compte bien sûr, la manière dont vous dites les choses fait que pour eux c'est des ordres un peu policiers, la manière dont ils l'entendent, hein. Vous savez, ce qui est important en communication, c'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'autre reçoit. Posez-vous la question de savoir comment ils l'entendent. Éventuellement, dans votre relation de couple, demandez peut-être à votre conjoint comment il entend ce que vous dites. Peut-être ça sera pour lui une occasion extraordinaire de vous dire, écoute, parfois on a l'impression qu'on est là comme des soldats qui doivent exécuter. Alors que vous, je suis sûr que dans votre tête, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais... Pardon? Godzilla? Je sais pas qui est Godzilla, mais bon, je suppose que ça doit être... D'accord. Donc c'est intéressant. Donc là, ça serait intéressant pour vous de réfléchir sur la manière dont votre parole... Pardonnez-moi. Ça serait intéressant pour vous de vous dire, voilà, vous dans votre tête, vous savez ce que vous voulez dire.
Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment c'est reçu de l'autre côté. Et donc, retravailler peut-être beaucoup plus. Posez-vous la question de savoir, c'est quand la dernière fois vous leur avez fait des compliments. Retravailler sur le contact physique avec eux, et particulièrement sur l'ado de 14 ans, où quand vous lui parlez, mettez une main ici, mettez une main là, juste quand vous lui parlez, pour que le contact soit là, et repensez peut-être la problématique du compliment, et sachez que même si dans votre tête vous êtes clair, ce qui est important, c'est pas ce que vous émettez, c'est ce qu'ils reçoivent. Et c'est vrai que pour un enfant, sentir qu'au fond il est face à un adulte en chef, même si c'est pas ce que vous êtes vous, mais c'est la perception qu'il en a, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Là, vous pouvez parfaitement vous faire aider dans la relation en disant voilà, j'ai l'impression que quand je dis les choses, on m'entend de cette manière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que... Et là, après, vous avez votre séance de travail qui est ouverte. Et là, je pense que là-dessus, il y a un axe qui peut être passionnant et qui peut beaucoup aider. C'est à travers ce que j'entends de ce que vous me dites que je propose cette piste de réflexion. Je ne vous dis pas faites ceci, donc il y aura cela. Mais voilà ce que ça évoque, en tout cas pour moi, si je peux me permettre. Mais ne vous posez pas de questions ni de faute ni de culpabilité. C'est votre modèle, c'est votre mode de fonctionnement, c'est peut-être une histoire familiale, c'est peut-être une manière de vous protéger, j'en sais rien, c'est ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, les autres reçoivent les messages d'une manière A, même si vous les émettez de manière B. Donc posez-vous la question maintenant beaucoup plus du récepteur que de l'émetteur, si je peux me permettre. Oui, il y avait encore une autre question. Madame et madame, allez-y. Allez-y. Je veux savoir comment donner confiance à un adolescent. Est-ce que c'est pas trop tard? Ça c'est une autre conférence. Comment donner confiance à un adolescent? Ça serait pas très correct de ma part de vous donner une réponse, juste comme ça en 3 mots, parce que la confiance chez l'adolescent, c'est la relation aux parents, c'est la relation à lui-même, c'est la conscience de soi, c'est comprendre s'il y a des peurs, etc. Non. Très sincèrement, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que c'est une vraie thématique en tant que tel. L'enfant va avoir confiance en lui si nous-mêmes déjà on lui fait confiance. Et donc, pour lui faire confiance, on s'affranchir de ses peurs. Oui, madame? Vous avez parlé de l'ado qui vient à 11h du soir discuter, il teste l'amour de ses parents. La souplesse aussi. C'est systématique chez l'ado de chercher à savoir si les parents aiment... Il en a terriblement besoin. Oh là là. Alors il y en a qui le savent et qui n'ont pas besoin de chercher à vérifier parce qu'ils le perçoivent. Et d'autres, là je ne vais pas vous faire maintenant rentrer dans le cours pourquoi certains ados oui et d'autres non, pourquoi dans la même famille certains fonctionnent A, B ou C. Là vraiment on rentre dans l'univers de la thérapie, c'est pas du tout l'objectif. Ce qui est sûr c'est que pour des raisons que vous connaissez ou que vous ignorez peut-être, je n'en sais rien, certains ont besoin, d'autres ont beaucoup moins besoin. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui est au fond passionnant, parce que dans l'histoire de la famille, ce qui a parfaitement fonctionné pour l'un ne fonctionne pas du tout pour l'autre. Il faut savoir qu'ils en ont besoin, clair, que d'autres l'ont reçu sans aucun problème parce qu'ils ont réussi à capter les messages, d'autres pour des raisons qui sont les leurs ne les ont pas réussi et ont besoin d'être assurés. Voilà. Donc on adapte, on réadapte, et c'est très intéressant parce que l'idée est vraiment, si on veut sortir aussi avec des choses très pratiques, ne paniquez pas face aux réactions de vos ados dont vous avez l'impression qu'elles ne sont pas normales. Mais je comprends pas papa, mais je t'ai demandé 15 fois comment ça se fait. Ne dites pas tu me parles pas comme ça. Dis j'ai l'impression que ça te touche énormément. J'en suis désolé parce que c'était pas l'objectif. Bon, tu sais, tu peux me le dire autrement si tu veux. Point. Mais pas ça va, c'est bon, on est adultes. C'est le nombre de fois où après ils m'ont dit je suis désolé quand je t'ai parlé hier. C'est bon ça. Pourquoi? Parce que ils le savent. Ils le savent. Et on leur a fait passer le message en disant c'est bon, je comprends. Maintenant, tu sais très bien que tu peux pas ou que c'est pas bien. Mais c'est comme à un moment, votre conjoint il n'a pas dormi 2 nuits et vous lui dites quelque chose. Il m'a. Après il vient dire je suis désolé. C'est pas grave. Oui, c'est sûr, mais ça va. Je sais que ça fait 2 nuits que tu dors pas. Donc c'est bon. Cette distance que l'on prend à l'intérieur de soi va les rassurer parce qu'ils se rendent bien compte qu'au fond ça va, on est des adultes, on gère, on ne prend pas les choses au premier degré. Dans un problème, non, là excuse-moi, là t'exagères, non, ça ne te dérange pas, non, quand même pas ça. D'accord? Et ils peuvent l'entendre, parce que justement en amont il y a ce travail qui a été fait.
Dernière question. Enfin, deux, trois, ouais, plusieurs. Bon, allez-y, madame. Après, madame. Oui, je vais essayer de rapidement. Vous êtes d'accord qu'on se prenne encore 5 minutes? Pas plus d'accord, parce qu'après, il va être tard. Oui, je vous écoute. Moi, j'ai une fille qui a 6 ans et un petit qui a 3 ans et demi. Oui. Et en fait, j'ai un petit qui a des soucis de santé depuis la naissance. Et ma fille n'a jamais rien dit. Elle a toujours trop bien pris la chose. Et en fait, là, depuis qu'elle est rentrée au CG, elle est tout le temps en train de me contredire. Elle est tout le temps en opposition avec moi. Elle accepte plus du tout. Admettons, je ne sais pas, son frère avait problème d'alimentation. Lui, il ne va pas vouloir manger les haricots verts, ça va le faire vomir. Donc, je vais lui faire des pâtes à la demande des docteurs. Elle va se mettre, complètement se rebeller, ça va partir en crise. Et quand j'essaye de prendre du temps en fait avec elle, que j'essaye de lui parler, de lui expliquer les choses, en fait c'est le petit qui se met en crise et qui se tape la tête par terre, qui vient, qui me tape, qui tape sa sœur. D'accord, j'entends. Voilà. Là, ce qui est sûr, c'est que vous posez un cas qui est votre cas, mais qui est un cas plus global, dans lequel il y a un moment une difficulté dans la famille, qui génère, c'est évident, beaucoup de tensions, de culpabilisation, surtout dans un monde pratiquant dans lequel on se demande est-ce que ce ne sont pas nos erreurs du passé qui sont à l'origine de ça. C'est ce genre de choses, on adore faire ce genre de choses qui au fond ne sont pas du tout productives. Et si j'avais mieux fait ça, et si j'avais pas mal fait ça, etc. et tout, donc ça n'arrange rien. Et tout ça, on ne le dit pas en plus, on le pense, et chacun des deux le pense, et on n'arrive pas à se le dire. Enfin, je crois que dans un cas pareil, vous avez besoin d'être accompagné. Mais c'est normal. Parce que vous ne pouvez pas être suffisamment en distance émotionnelle, et c'est évident pour gérer ça. Et au contraire, accompagné par quelqu'un dans ce métier. Clairement, moi je pense que quelqu'un qui est spécialiste en thérapie de la petite enfance serait très intéressant. Et ici, on n'est pas loin, à mon avis, d'une démarche de psychanalyse. C'est-à-dire, psychanalyse pas au sens premier du terme, c'est-à-dire de quelqu'un qui a une orientation un peu psychanalytique pour comprendre tout ce qui se joue dans l'univers des non-dits. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, et c'est très bien au fond ce qui se passe, parce que vous êtes dans le symptôme d'un syndrome, et donc vous allez pouvoir travailler dessus. Clairement. C'est-à-dire que là, au moins, voilà, les choses, elles sont là, et votre fille explose suffisamment tôt pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle sent bien qu'au niveau familial, il y a une souffrance. Oui. 1-0 va au centre et on repart. Oui, mais c'est très bien, parce que déjà, c'est extraordinaire que vous arriviez à poser la question. Je trouve que c'est admirable, parce qu'au fond, vous mettez en mots quelque chose qui n'est pas simple. Donc c'est déjà un point extrêmement positif. Oui, non mais déjà vous arrivez à vous entendre dire les choses et les mettre face à vous-même. Donc c'est déjà extrêmement positif. Je ne sais pas si vous avez réussi. Et quand je dis réussi, c'est pas réussi par rapport à l'échec. Hein. Réussi, c'est arriver à ici. Et pas, c'est pas simple. À mettre en mots et à dire les choses dans la famille et face à l'enfant. Ta petite sœur, ton petit frère est malade, nous avons été inquiets, nous avons eu peur qu'il meure, enfin plein de choses qui sont là, et ça vous avez besoin sans doute d'un cadre dans lequel les choses peuvent être dites pour qu'après on puisse remettre les choses à leur place. Et donc je trouve que c'est déjà, vous êtes là, je pense déjà dans une première étape qui est passionnante. Après, il faut juste être encadré avec les gens dont c'est le métier, parce qu'en effet ils sont là pour ça, c'est leur job. Mais déjà sachez, je pense que le fait de pouvoir le dire, ça fait déjà bouger les choses dans la famille. C'est-à-dire que demain sera sûrement pas comme aujourd'hui. Parce que déjà, il y a cette première étape qui a été faite, et je pense qu'au fond, c'est quelque chose qui est extrêmement fort de réussir. Voilà, c'est un petit peu ça, ce qu'on est censé faire, au fond, dans toutes nos histoires. Chacun dans sa propre histoire, pas avoir peur de mettre en mots, et de poser, de dire voilà ce qui se passe, et de ne pas avoir peur de réaliser ce que ça génère. C'est comme dans un couple, hein, quand les adolescents, à un moment, de ne pas avoir peur de dire à son épouse, je vais te dire, je suis très angoissé, j'ai très peur. J'ai très peur qu'il arrive à fumer, j'ai très peur, j'ai peur, je suis angoissé. Et le dire, je comprends, moi je ne le suis pas parce que je lui fais confiance, essaie de réfléchir pourquoi. Et c'est comme ça qu'on avance. Plutôt que de garder, de prendre, au bout d'un moment, au bout d'un moment, de toute façon, les choses elles sortent, elles vont ressortir de la manière ou de l'autre. Donc là, c'est très bien. Vous êtes déjà dans une première étape. Dernière question, madame, et après on conclut. Oui, je vous écoute. Comment passer de la relation verticale à la relation verticale avec son enfant le plus jeune, ouais, à la relation de lien, en fait, quand il est plus grand, quoi. Vous savez, l'âge intermédiaire entre 10 et
Et 14 ans, apparemment. Comment faire pour que... Alors, je pense que cette relation double a toujours existé. C'est-à-dire, je suis le parent, il est l'enfant, ne bougera jamais. Même quand vous aurez 30 ans, 40, quand il aura 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce qui est sûr, c'est que le passage, c'est le moment... Alors, je ne l'ai pas expliqué, vous avez raison. C'est le moment où vous commencez vous aussi à parler de vous-même. Une des techniques... On voit bien que c'est vrai que ce genre de conférence, c'est en réalité 5 conférences minimum. Mais une des techniques pour créer ce lien, c'est quand vous commencez un petit peu à raconter votre propre histoire. Alors, vous savez c'est quoi sa propre histoire? C'est un jour à table dire, je me rappelle en colo, on avait fait un truc. Mais alors, je vous raconte pas. Moi, malheureusement, j'ai des choses à leur raconter. Ça, c'était pas trop dramatique, mais et ils s'en rappellent. Ils ont des gosses, hein. Ils s'en rappellent. Là, si je partage avec vous des choses qui font qu'on est en face à face quelque part, parce que je vous raconte un petit peu le moment où moi j'étais un gamin qui a fait des bêtises, mais la relation reste verticale. Alors les petits, ils entendent ça, ça les fait rire, et les grands ils disent tiens, il y a un lien. C'est-à-dire qu'à un moment, ce papa, cette maman ont été eux aussi des sacrifiants un peu comme nous. Donc la relation reste verticale, mais là vous installez déjà un petit peu le début de l'horizontalité. C'est aussi quand vous leur demandez leur aide. Et ça aujourd'hui, malheureusement, à l'ère des nouvelles technologies, on va parfois leur demander leur aide. Si on est obligé de leur demander leur aide, c'est que parfois ils les maîtrisent. Mais quand on va leur dire, écoute, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main pour ça. Ou alors, est-ce que tu pourrais me faire plaisir de... Ou alors, c'est des trucs bêtes. C'est papa descend, il dit, écoute, tu peux m'accompagner à la voiture, j'ai besoin de voir un truc dans le moteur, alors assieds-toi à ma place, tiens, est-ce que tu peux démarrer, appuyer. On est déjà dans un face-à-face. Vous comprenez, c'est des petits détails comme ça qui font que vous êtes par exemple en train de faire des courses et puis avant tu dis est-ce que tu pourrais aller repérer s'il y a des trucs qui sont intéressants au niveau des trucs, etc. Parce que ça fait longtemps, mais je sais pas, toi tu pourras peut-être voir mieux que moi. Des petits détails comme ça qui font qu'ils sentent, tiens, il y a une forme quand même de... Mais la relation reste verticale, mais il y a des choses qui changent entre nous. Voilà, c'est quelques petits exemples. Après, on va les multiplier à l'infini. Vous savez, après ça devient automatique. Mais il faut juste prendre le temps d'y réfléchir. C'est souvent eux qui le demandent. Hein. Et ils le demandent, mais il faut juste prendre le temps d'y réfléchir. Quand vous avez fermé la télé le soir, c'est-à-dire quand vous n'avez pas ouvert, vous avez du temps. Réfléchissez à ça. Comment faire pour qu'ils sentent que je le vois différemment tout en le gardant. Et ce que je viens de dire, vous allez le découvrir. Alors là, vous avez gagné du temps parce que je l'ai dit. C'est tout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. La prochaine conférence de Bezrat Hashem, le 19 mars. Et en attendant, je vous dis bon retour et Shabbat.